Bonjour, ici on est le 4 avril 2019. Voilà, je ne me suis pas trompé parce que chaque fois je suis toujours en 2018. Pourtant, on est bien au mois d'avril. Chaque fois je me trompe. Il faudra que je m'y fasse. Au bout de 4 mois, bon, je sais pas, je me suis pas encore fait. Voilà, donc on est bien le 4 avril 2019, 3 jours après le 1er avril qui était bon, le fameux poisson d'avril. Euh, voilà. Donc ici je vais voir ce qu'on appelle le MCU, mais avec cette fois-ci euh, non pas une période de révolution qui est donnée, mais tout simplement un nombre de tours par minute. Bon, on parlera de révolution plutôt pour les planètes. Les planètes, quand elles tournent, on a besoin d'une période de révolution. Je veux dire, il y a pas mal de choses qui ont besoin, je veux dire, d'avoir comme donnée la période de révolution. Je rappelle la période de révolution, en fait, c'est euh, le temps mis pour parcourir un tour. Voilà, qu'on appelle grand T. Voilà. Et donc, il y a des calculs en mécanique qui nécessitent pour le MCU la période de révolution. Donc, je vais remettre les formules, il n'y a pas de problème. Je vais partir justement à partir de ces formules des périodes de révolution pour retomber sur les nombres de tours par minute. Bon, tout d'abord, je rappelle que le MCU, qu'est-ce que c'est que le MCU? C'est ce qu'on appelle un mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Pour ça, quand on parle de circulaire, ben, on a besoin d'un cercle. Et le mouvement se fait sur un cercle. Le mouvement de quoi? D'un corps mobile. Voilà. Je prends d'un corps mobile que je vais appeler, bon, qui va, après un instant T, se retrouver en une position M. Voilà. Mais généralement, je prends pas. Bien sûr, quand il y a un cercle, on met toujours une origine. Une origine, enfin, un centre du cercle, je m'excuse, un centre du cercle. Ainsi que, bon, je dénomme assez souvent le cercle. Le cercle s'appelle C. Le cercle pour lequel la trajectoire va se faire s'appelle le cercle C. Et ce cercle a pour propriété d'avoir un centre du cercle C. Je rappelle que le cercle, c'est le lieu des points qui sont équidistants d'un point fixe qu'on appelle le centre. Voilà. Donc en fait, chaque point M est à une distance égale de haut. Voilà. Et ça fait un cercle. Bon, mais j'avais déjà vu des calculs relatifs au MCU, et notamment des formules par rapport au MCU, mais j'avais pas fixé d'origine. Ici, je vais en fixer une. Je vais fixer une origine qui va être le centre du cercle. Et sur cette origine-là, je vais construire un système axial, bien sûr orthonormé. Euh, voilà, un axe X, comme ceci, et un axe Y. Et je prendrai... ouais, je suis passé à côté du centre. Voilà, et je dois être sur le centre. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai un axe Y. Bien sûr, avec des vecteurs de base unitaires, que je vais appeler par exemple UX et UY. Bon, en mécanique, on aime bien d'appeler ça voilà. Euh, bon, en mathématiques, on appelle ça IJ, ou voilà, on peut appeler ça E1, E2, IJ, les vecteurs IJ, les vecteurs E1, E2, ou encore les vecteurs UX et UY, pourquoi pas. Voilà. Donc moi je les ai appelés UX, UY. J'aurais pu, bon, c'est ce qui définit l'unité de base. Et comme elles ont même unité, il est bien, on a bien un repère normé. Hein, on a bien la même unité en X qu'en Y. Hein, la même échelle en X qu'en Y. Donc il est normé, et je dirais même qu'il est orthonormé parce que c'est un repère orthogonal. Et donc pourquoi j'ai pris cet axe-là? Ben, c'est parce que je vais prendre l'origine du mouvement euh, ici, sur l'axe des X. Donc le M, si vous voulez, le M en T égale 0, le M en T égale 0, mais je vais le prendre ici, en ce point-là. Et à partir de là, je peux commencer à comptabiliser. Sachez qu'il y a bon, deux sens d'orientation du mouvement circulaire uniforme, soit dans le sens antihorlogique, hein, le point va décrire euh, dans le sens un mouvement dans le sens antihorlogique, ou alors le mouvement va se faire dans le sens horlogique. Donc il y a deux sens du mouvement possible.
pour les mouvements circulaires uniformes. Alors, j'ai bien un mouvement, pourquoi? Parce qu'on a le point M qui va décrire une trajectoire circulaire, ça je l'ai dit puisqu'on a le mot circulaire, mais cette trajectoire va faire un mouvement, puisqu'en fait, il y aura une variation de la position en fonction du temps. Donc, il ne sera pas immobile. Il ne sera pas immobile. Hein, il ne sera pas immobile dans ce repère. Parce que je rappelle encore une fois que rien n'est immobile. Hein, on vous fait croire que bon, de l'immobilité d'un corps, mais c'est complètement faux. Parce que si on regarde par rapport à un autre repère qui est en mouvement, eh bien, le corps est en mouvement par rapport à l'autre repère. Par exemple, si je prends la Terre qui est considérée, on peut considérer, hein, je dis bien on peut considérer la Terre comme un repère galiléen, donc il est en mouvement, donc fatalement on peut se dire que tout corps qui est sur la Terre est en mouvement d'office. J'ai même expliqué qu'avec un mort qui est au cimetière, ben, il bouge. Hein, il bouge parce que la Terre bouge, elle tourne sur elle-même, mais en plus de ça, la Terre tourne autour du Soleil à environ 29 000 km à la seconde. Hein, 29 000 km à la seconde, environ 29-30 000 km à la seconde autour du Soleil. Donc en une seconde, la Terre a fait au moins 20 à 30 000 km en une seconde autour du Soleil. Et ça, on ne le remarque pas. De plus, on a encore un autre mouvement qui est l'expansion de l'univers. Donc tout est en train de bouger. Donc vous voyez le nombre de mouvements que la Terre possède. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, et en plus de ça, il y a l'univers qui est en expansion. Donc elle bouge. Donc un objet qui est sur la Terre, ben, fatalement, il est contraint à être bougé parce que tout bouge. Si tout bouge, il n'y a rien qui est fixe. Bon, mais rien n'est fixe par rapport à un autre repère. Mais si je prends un repère propre au, au corps, là, on peut considérer l'immobilité. L'immobilité peut être considérée par rapport à un repère fixe. Voilà. Voilà. Si le corps ne bouge pas dans un repère fixe, ben, fatalement, le corps sera immobile. Et là, on peut dire qu'il est mobile. Mais en fait, par rapport aux autres repères, rien n'est immobile. Voilà. Maintenant, je disais qu'on a bien affaire à un corps ici qui va bouger. Pourquoi? Parce qu'on a le point M, qui est un espace bien précis. Bien sûr, ici, on est dans un plan. Hein, on est dans un plan, puisque le MCU, ici, bon, on étudie un mouvement dans le plan. C'est un mouvement dans le plan. Et donc, ce mouvement dans le plan, qu'on appelle la description du lieu où il se trouve, c'est ce qu'on appelle l'espace. Bien qu'on est dans le plan, on appelle ça espace. Donc, l'espace parcouru par rapport au temps, voilà, si le mouvement, s'il y a mouvement, ça veut dire que en deux temps différents, mais le point M a bougé. Il a bougé d'endroit. Il a bougé de lieu. Et il a bougé, bon, je n'aime pas d'appeler ça comme ça, mais d'espace, bien qu'on est dans le plan. Il a bougé de lieu. Ici, j'entends espace par lieu. Il a bougé de lieu. Mais on décrit la notion d'espace en émeru par E. E est un espace, bien on soit dans le plan, un mouvement linéaire dans le plan, eh bien on va appeler ça espace. L'espace parcouru. L'espace parcouru en fonction du temps, E de t. Voilà, c'est l'espace parcouru. Bon, généralement, ce E de t, il est appelé aussi X de t. Hein. Pour ne pas l'appeler E, on peut l'appeler X de t. Ça, ce sont les appellations, mais c'est vrai que E n'a rien à voir avec l'espace X, Y, Z. Parce qu'on est ici, c'est des mouvements dans le plan. Donc je ne peux pas parler d'espace puisque je suis dans le plan. Voilà. Même si le plan est une partie de l'espace, mais voilà, c'est une partie spécifique de l'espace. C'est une tranche de l'espace, si on va dire. Voilà. Donc ici, on est dans un mouvement dans le plan. On a un mouvement parce que le point est mobile, c'est-à-dire que le point va bouger de lieu en fonction du temps, et il est uniforme parce qu'il n'y a pas d'accélération. Donc on a ce qu'on appelle une vitesse constante. La vitesse ici du point M sera constante en fonction du temps. Et si il y a toutes ces descriptions-là, si on a une trajectoire qui est circulaire, si on a bien un mouvement, et si ce mouvement est bien régulier, régulier, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ben, il a parcouru des espaces égaux en des temps égaux. Hein. Il ne va pas avoir
un espace plus grand entre si je prends deux arcs ici, deux arcs, eh bien, si les arcs, je les considère, j'appelle ces arcs-là, par exemple, θ1 et θ2, hein, si θ1 égale θ2, ça veut dire qu'ils l'ont parcouru en un même temps. Et c'est ça, on va dire, ce qu'on appelle une vitesse constante. Hein, une vitesse constante. Les arcs sont parcourus en des temps égaux, tels qu'une horloge. Hein. Une horloge a une cadence qui est régulière. Hein. Mais par contre, l'horloge, elle va dans l'autre sens. L'horloge a une cadence régulière, parce que le temps doit être régulier, et parfaitement régulier. D'ailleurs, il y a les horloges atomiques qui sont très précises hein, à ce niveau-là. Voilà, donc le temps doit être régulier. Hein, donc voilà. Mais donc ça veut dire que l'horloge ne peut pas commencer à accélérer pour compter son temps, et puis rediminuer, et puis réaccélérer, et puis s'arrêter, et puis non, le comptage du temps se fait de manière régulière, donc c'est bien un mouvement circulaire uniforme. Donc, quand j'étudie le temps, c'est comptabilisé via une horloge, c'est-à-dire par les heures, les minutes et les secondes, qui sont trois aiguilles qui vont indiquer la position, bien sûr, d'une horloge graduée. On sait bien où est une heure, où est 1 heure, 2 heures, 3 heures, généralement 1 heure il est là, 2 heures il est là, 3 heures il est là, voilà, 4, le 6 heures il est là, voilà, là on aura 9 heures, là on aura 3 heures, donc on aura 1, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et 12 heures. Et il faut 2 tours pour faire 24 heures, donc une journée. Donc on peut mesurer les journées avec ça. Hein, si on a fait autant de tours, si j'ai fait 4 fois le tour en heure, mais ça veut dire qu'on a 2 jours. Mais on compte pas les jours comme ça. Hein. Ça, c'est simplement pour compter les heures, les minutes et les secondes. Les jours, eh bien, on les compte par le calendrier, voilà, le calendrier journalier. Bon, donc ici, on a bien un mouvement circulaire uniforme, parce que on a bien un mouvement, parce qu'il va bouger soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que le mobile, le corps mobile qui se trouve sur le cercle ici, voilà, qui se trouve sur une trajectoire circulaire, je m'excuse, qui se trouve sur une trajectoire circulaire, le corps mobile va se déplacer, c'est-à-dire qu'il va changer de position en fonction du temps, et ce mouvement sera circulaire parce qu'on sera, sa trajectoire sera sur un cercle donné, un cercle de rayon R, hein, il y aura un certain rayon à ce cercle R, et d'une origine O. Et le mouvement sera circulaire, sera dit uniforme, si, bien sûr, on a une régularité de l'espace en fonction du temps. Donc on aura le même espace parcouru par rapport à un temps, voilà, par rapport à un intervalle de temps toujours le même. Voilà. Si pour aller de là à là, par exemple, il faut une seconde, ça veut dire qu'il faudra de là à là pour une seconde pour aller de là à là. Puisque l'espace ici, θ1 égale θ2. Donc, on aura le même espace. Si on a le même espace, on aura forcément le même écart de temps pour parcourir les espaces θ1 et θ2. Voilà. Donc, on a voilà, posé, je veux dire, avec un axe. Généralement, je ne le faisais pas avec des axes. Hein. On n'est pas obligé de le faire avec des axes, mais quand ça s'impose, il faut mettre des axes. Et les axes ici, comme on est dans un mouvement dans le plan, ben, on a besoin d'un axe OXY. OXY. Donc on a bien un mouvement circulaire uniforme. Je rappelle que le mouvement circulaire uniforme se rapproche du mouvement rectiligne uniforme. Comment Eh bien, si je prends le cercle, supposons que je prenne le point A. Alors, rappelez-vous que j'avais parlé de définir la vitesse de rotation pour un tour. Pour un tour. Voilà, la vitesse de rotation était définie pour un tour. On définissait toujours par rapport à une base. La base, c'était un tour. Alors, le point A ici, le point A, par exemple, s'il va dans le sens non horlogique, eh bien, pour un tour, le point A, ou le point M, hein, puisque je l'appelais ici M, le point M doit se retrouver en M. Voilà. Si
Voilà, il débutait ici, pour faire un tour, il doit revenir ici. S'il débutait ici, ben, pour faire un tour, il doit revenir là. S'il débutait à l'origine. Mais s'il ne débutait pas en un point autre que l'origine, mais s'il débutait ici, par exemple, le point M, hein, s'il débutait ici, hein, M de T, en T0, s'il était là, par exemple, T0, eh bien, pour faire un tour, il devrait revenir ici. S'il débutait ici, ben, pour revenir ici, pour faire un tour, il doit revenir ici. Si j'avais ceci, M de T0 serait ici. Voilà. Voilà. On est bien d'accord. Donc ça, c'était pour un tour. Il faut définir la vitesse de rotation pour un tour. Bon, mais ici, le M que j'ai dessiné ici, c'est pas M de T0, c'est M de T. Hein. C'est le temps parcouru quand il a débuté en T0. J'ai pris l'origine ici, l'origine du mouvement ici. Donc le M commence ici, et là, c'est un instant T quelconque, après T0 bien sûr. Hein. Parce que le temps, il ne peut qu'avancer, il ne recule pas. Voilà, donc ici, je vais définir la vitesse de rotation pour un tour. Donc ici, j'ai M. Donc si je mettais le M, j'ouvrais cette circonférence et je l'étale, j'aurais ceci. Voilà. Donc là, on a bien un mouvement cyclique, alors que là, je le rends, par apparence, je le rends rectiligne. Donc là, il est, on a un mouvement en cercle, alors que là, on a un mouvement rectiligne. Donc là, j'ai un mouvement en cercle, et là, je le reconstruis, je le rebâtis, si vous voulez, en mouvement rectiligne. Et là, à ce moment-là, je ne peux plus appeler ça, le point M sera ici, mais après, le point M sera là. C'est-à-dire que, bon, là, si je définis, s'il est au point A, ça, c'est le M, c'est le corps, hein, c'est le corps mobile. S'il est au point A, mais ici, le corps mobile, hein, le corps mobile M, va passer de la position A à la position A pour faire un tour. Par contre, ici, on ne peut pas parler de mouvement cyclique, ici, puisqu'il n'y a pas un cycle qui se fait. Donc à ce moment-là, je vais appeler le point M se trouve ici au point A, et bon, il aura fait un tour. Si j'étale cette circonférence, mais je serai en B. Et vous comprendrez tout de suite que ceci, ça fait combien? Mais c'est la circonférence du cercle. Donc si le cercle est centré en haut et il a un rayon R, mais on sait bien qu'il aura parcouru ici une circonférence de 2πr, puisque le point mobile ici va circuler pour faire un tour, une circonférence qui est égale à 2πr. Donc fatalement ici en MRU, mais je vais avoir une trajectoire qui va aller de A à B qui mesurera exactement 2πr. Alors, comme on sait bien qu'en MRU, hein, là je suis en mouvement circulaire, là en mouvement rectiligne, et je vais même aller plus loin. Là, je suis en mouvement circulaire uniforme, et donc si je fais l'analogie avec le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniforme, on sait bien que c'est très facile, hein, parce que tout le monde est censé connaître cette loi-là. C'est x est égal à la vitesse des mètres par seconde, des mètres par seconde. Donc les mètres, c'est un espace, et le seconde, c'est un temps. Donc la vitesse, c'est bien un espace sur un temps. Bon, je rappelle que j'aurais pu appeler ça non pas E, mais x sur t. Voilà, x sur t. E ou x, c'est le même. Hein. Une position, je peux l'appeler x ou E, par rapport à une origine. Bien sûr, c'est toujours par rapport à une origine. Je considère ici que l'origine, elle est là, en 0 ici. L'origine 0, elle est là. Tout comme l'origine, j'aurais pu la considérer ici, sur le point M. Et puis voilà, il fait un tour. Voilà. Donc ici, on sait bien que V est égal à E sur T. Donc je peux trouver... on sait bien que l'espace parcouru par la circonférence, si je devais l'étaler sur une ligne, c'est égal à 2πr. Voilà l'espace parcouru par rapport à un temps t. Et le temps t, ben, c'est le temps pour faire un tour. Le temps pour faire un tour s'appelle ce qu'on appelle la période de révolution t. Voilà, donc ici, vous avez la vitesse de rotation par rapport à un tour. La vitesse de rotation par rapport à un tour, c'est 2πr le tout sur t. Ouais, mais on sait bien que la vitesse angulaire, oméga, c'est 2π. V, la vitesse de rotation, c'est aussi la vitesse angulaire. Pour un tour, c'est la vitesse... N'oubliez pas que c'est pour un tour, hein, ça.
pour un tour. Voilà, c'est oméga fois R. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ceci, je peux le décomposer en 2pi sur T fois R. Et là, j'ai toujours oméga fois R. Et si j'identifie ces deux-là, ben on voit bien que R, ça reste R. Ben on peut dire que oméga vaut 2pi sur T. Oméga vaut 2pi sur T. Bon, attention qu'oméga, c'est en radians par seconde, parce que 2pi, bon, c'est un tour fait 2pi, et T, c'est en seconde. Donc, c'est en radians par seconde. Mais si je fais 2... Voilà, on sait bien que dans un cercle, voilà, on sait bien que la circonférence d'un cercle, c'est 2pi R. Mais si j'ai pas 2pi, je prends un angle θ, j'aurai, pour avoir la portion de circonférence, ici, eh bien, il faudra toujours faire fois R, mais ce sera θ fois R. Θ fois R. Et θ, bien sûr, est une proportion, si vous voulez, est une proportion de 2pi. C'est une proportion de 2pi. Donc ici, on sait bien que 2pi, c'est des radians. Si je fais fois R, des radians fois des mètres, mais j'ai une circonférence qui sera en mètres. Et c'est la même chose. Une portion d'angle fois le rayon. Une portion d'angle, c'est en radians, fois le rayon en mètres, mais la portion d'angle fois le rayon va donner, qui est en mètres, va donner des mètres. Voilà. Ce qui veut dire que, tout simplement, je veux dire quoi par là? Que les radians fois des mètres, ça fait des mètres. Les radians fois des mètres fait des mètres. Donc les radians ici fois des mètres, ça fait des mètres par seconde. Ça fait des mètres ici, on a bien des mètres par seconde. Alors que là, on a des radians par seconde, puisqu'on ne multiplie pas par R. Voilà. Et maintenant, on a la vitesse. Tout ça pour un tour, hein, je le rappelle. Hein. C'est pour un tour. C'est pour un tour. Je rappelle que c'est pour un tour. Bon, à côté de ça, il y a l'accélération centripète, hein, qui vaut V carré sur R. Et V carré, on sait bien que c'est 2pi R sur T. Hein, vitesse de rotation. Pour un tour. Vitesse de rotation. Pour un tour, c'est 2pi sur T fois R, le tout au carré, le tout sur R. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4pi carré, R carré, T carré, R. Ce qui veut dire qu'on a 4pi carré, R, le tout sur T carré. En d'autres termes, ce qui fait 4pi carré, ce qui fait 2pi au carré sur T au carré. Donc, 2pi sur T au carré fois R. Puisque le R carré sur R, ça fait R. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, ça c'est pour un tour. Je l'ai défini pour un tour. Mais maintenant, cette vidéo, j'avais déjà fait cette vidéo pour un tour. Hein. Et ça, c'est valable pour quand on étudie les planètes. Les planètes en rotation, on a besoin de la période de révolution T. La période de révolution T. Voilà. Et bien sûr, on a besoin de R si on veut calculer la vitesse de rotation. Voilà. On a besoin du R, c'est-à-dire le R qui sépare la planète du centre de la planète qui tourne autour du centre d'une autre planète. Voilà. On aura besoin du rayon entre les deux centres des deux planètes. Si je veux évaluer la vitesse de rotation d'une planète, d'un satellite, si vous voulez. Une planète satellite par rapport à une autre. Une planète qui est en orbite. Voilà, une planète satellite par rapport à une autre. Bon, mais ici, c'est pas ça que je vois. Je ne vais pas voir pour un tour. Maintenant, je veux voir les machines tournantes. On ne parle pas pour un tour. Si, on peut. Mais les machines tournantes, on donne une vitesse de rotation en tours par minute. Donc, je suis obligé de ramener à ces formules-là d'un tour. Mais le problème, c'est que j'ai un nombre de tours par minute qui est donné. Alors, qu'est-ce qui tourne tout d'abord? Bon. Il y a toutes les machines entraînées tournent. Mais
toutes les mécaniques entraînées tournent. Il n'y a pas que les machines entraînées qui tournent, il y a les mécaniques entraînées qui tournent. Alors, par exemple, je prends un moteur, une foreuse, ben, on va dire, on y adosse une mèche à une foreuse, et une foreuse, c'est juste un moteur qui tourne. Donc, le moteur tourne, on a bien un mouvement circulaire uniforme à vitesse constante. Voilà, le moteur tourne pour la foreuse. Et la mèche qui entraîne, mais elle fait un travail mécanique. Voilà. Donc la mèche est entraînée par le moteur. Donc la mèche est un dispositif mécanique entraîné par un entraîneur, si vous voulez. L'entraîneur, c'est le moteur. Bon, maintenant, je peux avoir un alternateur. Un alternateur est tout de suite une machine tournante qui doit tourner à une vitesse fixe. Donc, un alternateur fait un MCU pour, par exemple, donner dans une usine électrique du 50 Hz. Du 50 Hz. Bon, maintenant, les voitures possèdent aussi un petit alternateur. Mais là, l'alternateur va fournir bien sûr du courant alternatif, mais qui est redressé par un redresseur qui va donner du courant continu. Donc là, on parlera plutôt de courant continu parce que tout ce qui est alimentation dans une voiture est alimenté en courant continu. Donc il faut fabriquer du continu. Si c'est pas la batterie va servir tout simplement au démarrage. Elle va prendre des pics de courant, elle va se décharger et allumer certaines petites lampes. Mais après, c'est quoi qui fait le travail? C'est l'alternateur qui va fournir l'électricité quand la voiture va tourner. Parce que quand la voiture tourne, elle fait tourner un alternateur, tout comme l'alternateur d'une usine de centrale électrique, mais elle tourne par rapport, par exemple, à une turbine qui entraîne l'alternateur. Mais la turbine, elle tourne grâce, par exemple, à un cours d'eau. Le cours d'eau entraîne la turbine qui, elle, fait tourner l'alternateur. Bon, mais ça, ce sont les machines tournantes électriques, que ce soit productrices d'énergie électrique ou productrices d'énergie mécanique, par le biais d'une énergie électrique, on fournit une énergie électrique pour avoir une énergie mécanique en sortie, ça c'est le moteur, alors que l'alternateur, on fournit une énergie mécanique, si c'est mécanique, d'ordre mécanique par exemple, et on a une énergie électrique en sortie. Bon. Tout dépend, voilà, voilà, c'est ça, soit ce sont des machines tournantes qui vont produire soit une énergie mécanique ou électrique. L'énergie mécanique pour le moteur, production d'énergie mécanique en sortie pour le moteur, bien qu'en entrée, on a une énergie électrique, et pour l'alternateur, on aura en sortie une énergie électrique, bien qu'en entrée, on a une énergie possible mécanique. Voilà. Alors, donc je vous ai donné un cas de figure de machine tournante à vitesse constante qui fait un MCU et qu'on aura un nombre de tours par minute. Voilà, c'est la foreuse. Je vous ai donné le moteur qui peut tourner à 1500 tours par minute, 3000 tours par minute ou autre. Voilà. Donc, on a des vitesses données en tours par minute. Donc, si je vous parle en tours par minute, on n'est plus dans ce cadre de figure, on a la période de révolution T. La période de révolution, je vais la trouver par une petite démonstration au travers de la donnée principale qui est le nombre de tours par minute. À partir du nombre de tours par minute, je vais trouver la période de révolution. Donc, je vais retomber sur ces formules-là. Mais avant tout, je vous montre quelques exemples de cas de figure où j'ai des machines tournant à vitesse constante. Par exemple, j'ai pris la foreuse, tout ce qui est appareil domestique de travail, ou qui nécessite un travail mécanique avec un moteur qui va faire tourner un outil. L'outil va faire un travail mécanique. Voilà, il y a toutes ces petites machines-là qu'on retrouve là, voilà, dans les magasins de bricolage, machines électriques, tournantes bien sûr, à vitesse constante. Mais on retrouve tout ce qui est moteur industriel, tout ce qui est alternateur, etc. Bon. Sachez que dans un véhicule, il y a beaucoup de parties tournantes, mais ils ne sont pas forcément en MCU. Ils peuvent être en MCU1. Ouais, dans une voiture, ils peuvent être en MCU1, ils peuvent être en accélération ou en décélération en fonction de la conduite du véhicule. Voilà. Une voiture, c'est tout simplement un mouvement de translation de piston qui va faire en sorte qu'on aura une énergie thermodynamique qui va être, on va dire, qui va fournir un travail, et donc un travail moteur, il va fournir un travail moteur. Et ce travail moteur, si vous voulez, il va être réparti dans toutes les organes mécaniques
pour en fin de compte, en finalité, faire la fonction de roulement. Parce qu'une voiture, ça roule. Et donc, dans toute la chaîne du moteur, à partir de la création de ce travail moteur par des pistons en translation, eh bien, beaucoup de choses seront en rotation. Beaucoup de choses seront en rotation. Alors, qu'est-ce qui va provoquer de rotation? Ben, on aura par exemple des volants. Par exemple, le volant moteur va être en rotation. Donc, elle va entraîner beaucoup des parties en rotation. Hein. On va profiter de la rotation voilà, du volant moteur pour faire tourner des organes mécaniques ou électriques. Hein. Puisque l'alternateur, il est accouplé via une courroie. Voilà, via une courroie, il est accouplé à un organe tournant pour pouvoir faire tourner l'alternateur. Donc il y a beaucoup de parties tournantes. Donc je rappelle que le guidon, déjà, le volant d'une voiture, c'est déjà tournant. C'est déjà tournant. Hein. Enfin, c'est déjà... on tourne avec un volant. Ah, qu'est-ce qui tourne? Il y a beaucoup de choses qui tournent. Mais les disques, un disque peut tourner. Un disque, tout ce qui est disque tourne. Hein. Les volants, comme j'ai pris le cas de figure du guidon d'une voiture ou du volant moteur. Qu'est-ce qui peut tourner? Ben, des roues, hein, des roues. Les roues peuvent, il y a plusieurs types de roues, hein, je veux dire, voilà. Mais il y a les chenilles qui peuvent tourner, les chenilles, les poulies peuvent tourner, les chaînes de transmission. Hein, par exemple, dans un vélo, ça tourne. On a voilà, des poulies qui font tourner une chaîne. Quoique plutôt, c'est plutôt la poulie qui va tourner, mais qui va entraîner une chaîne. Voilà. Voilà. La chaîne va être entraînée. Va être entraînée par un pignon moteur. Voilà. Et on aura un pignon récepteur qui va être entraîné par le pignon moteur. Voilà. Donc la chaîne, c'est tout simplement une transmission. Tout comme la courroie, crantée ou non, ou lisse, ce sont des organes de transmission, ça en fait. Voilà. Qui transmet le mouvement d'une partie motrice à une partie réceptrice. Ou d'une partie motrice vers des parties réceptrices. Voilà, donc ici, tout ce qui est transmission, vous comprendrez que c'est les chaînes, les courroies, le cranté ou lisse. Voilà. Qu'est-ce qui peut retourner? Ben, les roulements, les pignons, comme je vous ai dit, les poulies. Voilà, il y a pas mal d'objets mécaniques qui tournent. Hein. Par exemple, dans une boîte de vitesse, il y a beaucoup de choses qui tournent. Hein. Il y a des transmissions, je veux dire, par fourchette, transmission axiale, mais à côté de ça, il y a tout des engrenages qui tournent. C'est tout des engrenages. On a un arc primaire, secondaire, voilà, et il y a tout qui tourne. Et dans la boîte de vitesse, il y a énormément de choses qui tournent. La fonction première de boîte de vitesse, c'est beaucoup des organes tournants. Hein, on retrouve aussi en transmission de la boîte de vitesse vers les arbres de roues, mais on retrouve des planétaires. Planétaires avec les satellites. Voilà, planétaires et satellites. Avec il y a planétaire tripode, planétaire planétaire tripode, planétaire à queue. Voilà, et tout ça, ce sont des éléments mécaniques qui tournent. Et bien sûr, sans compter la roue, la jante qui tourne, les moyeux qui tournent, qui sont entraînés par les arbres moteurs, etc., etc. Hein. Tout ce qui est arbre tourne. Donc, vous pouvez constater qu'il y a énormément d'objets qui tournent. Mais fortement, ils ne sont pas tous en MCU. Pour pas avoir de MCUA. Bon, là, la voiture, soit elle est en accélération, soit elle est en vitesse constante. Et là, c'est à vitesse constante, il y a beaucoup d'objets qui sont, enfin d'organes, je m'excuse, d'organes qui sont à vitesse constante. Voilà, bon maintenant je vais faire mon petit calcul pour démontrer quand on a un nombre de tours par minute, mais qu'on a une formule adéquate par rapport à la vitesse de rotation. Alors, je vais rappeler ici que oméga c'est 2pi sur t quand il s'agit de parler par tour. C'est-à-dire quand on a la période de révolution. La vitesse de rotation par tour, je viens de le voir, 2pi r sur t. Quand on a la période de révolution. Mais maintenant ici, ça c'est quand on a
un tour. Défini pour un tour. Comme je vous ai dit, par exemple, les planètes, on définit pour un tour. Ici, je vais définir pour n tours par minute. Par exemple, pour les machines tournantes. Alors, pour ça, il faut que je définisse la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Non, la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Le nombre de cycles par seconde. Par exemple, un alternateur va tourner à 50 Hz, mais ça veut dire qu'il fait 50 cycles, il va tourner 50 fois en une seconde. Donc, on comprend vite qu'on va vite retrouver la période de révolution, vous commencez à voir comment ça va. Bon, mais ici, je n'avais pas parlé de fréquence. Hein. Je n'avais pas parlé de fréquence, j'avais parlé juste de période. Mais par contre, ici, je vais définir la fréquence et la période. Et je vais retomber sur cette formule-là, avec une petite modification, parce que je parle en nombre de tours par minute ici. Alors qu'ici, on donne la période de révolution. Ici, on donne le nombre de tours par minute. Voilà. C'est ça la grande distinction, c'est ça. Donc, et donc, je dis par là que la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Ou nombre de tours par seconde. Mais déjà, ici, on nous donne la vitesse en tours par minute. Donc, c'est pas. Voilà. Pour le mettre en minute, pour le mettre en cycle par seconde, déjà, c'est nombre de tours. N, c'est le nombre de tours. Hein. N. On appelle généralement grand N, nombre de tours, sur 60 secondes. Parce qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc, si vous voulez, la fréquence, c'est N sur 60. Par contre, qu'est-ce que c'est que la période? La période, quand on a N tours par minute, mais c'est le temps nécessaire pour faire un tour. Et le temps nécessaire pour faire un tour, c'est la période de révolution. Voilà. Alors, on va chercher cette période de révolution. Qu'est-ce qu'elle vaut? Sachant que on a la fréquence, c'est n tours par minute, parce que n tours par minute, c'est une espèce de fréquence, mais donnée en minutes. Mais donc, je remets en secondes pour avoir la vraie fréquence. La vraie définition de fréquence est donnée en secondes. Donc, on a n tours pour 60 secondes. Hein, n tours pour 60 secondes. Eh bien, si je sais bien que je fais n tours pour 60 secondes, bien je ferai un tour pour 60 sur n. Parce que je divise par n. Si je dois diviser par n, donc ici je dois diviser par n, c'est juste une règle de 3. Ce qui me fait dire que pour un tour, il va parcourir une vitesse de 60 sur n secondes. Et donc ça c'est vraiment la période de révolution. Parce que la période de révolution, c'est pour un tour, combien de secondes on fait pour un tour? Combien de secondes fait le mobile pour un tour? Or ici justement, en donnant n tours par minute, je sais trouver en un tour combien de secondes ça fait. Donc en un tour, j'ai 60 sur n. Déjà ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire quoi? Par mon calcul ici, je peux dire que F et T sont des inverses. F et T sont des inverses. F et T sont des inverses. Voilà. Donc ici, je peux dire que F et T sont des inverses. On le voit tout de suite. N sur 60 et 60 sur N sont deux inverses. Hein. Donc F et T sont des inverses. Maintenant, sachant ceci, je vais me rappliquer à ceci. Sachant que N, T est égal à 60 sur N, mais je vais appliquer la formule pour un tour. La formule de révolution pour un tour. Donc je vais avoir oméga égale quoi? 2pi sur t, mais t ici vaut 60 sur n. T vaut 60 sur n. Voilà. Et la vitesse de rotation, vaudra v égale oméga r. Donc je vais trouver sur oméga combien il vaut, hein, tout simplement. Donc ici, 2pi 60 sur n, ce qui fait 2pi fois n sur 60. Voilà. Et là, je peux court simplifier. Je peux faire, c'est égal à pi n sur 30. Ou pi sur 30 qui est une constante, fois n. N, c'est le nombre de tours par minute. Pi sur 30, le tout fois n. Voilà défini en fonction du nombre de tours par minute la vitesse angulaire.
Donc si je connais n en tours par minute, il faut qu'il soit en tours par minute ici. Hein. Eh bien, il suffit de faire fois pi divisé par 30 et vous avez la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà. Donc, ayant en tours par minute, je fais fois pi sur 30 et j'ai la formule en radians par seconde. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez calculer en une fois pi sur 30 pour avoir la constante. Hein. C'est k fois n. K fois n. Alors, le k, je vais le trouver tout de suite. Pour autant que je trouve la machine à calculer. Je vais faire pi divisé par 30. Voilà. Ce qui fait 0, 1047. Je vais aller jusqu'au 10 millième. 0,1047. 0,1047. Ce qui fait 0,1047n. Voilà. Et en faisant ça, vous avez la vitesse en radians par seconde, connaissant le nombre de tours par minute. Assez simple. Maintenant, donc je vais bien contrôler si je ne me suis pas trompé, bien sûr, si je ne sais jamais. C'est vrai que parfois je fais des erreurs et je ne remarque pas. Donc 2pi sur 60, 2 fois shift pi, voilà, divisé par 60. Ouais, c'est bien ça. 0,1047 1047 fois n. Donc vous avez le nombre de tours par minute, vous faites fois 1047 et vous aurez la vitesse en radians par seconde. Maintenant, je vais faire le même développement ici. Oméga il vaut quoi? Oméga il vaut 2pi n sur 60. Oméga vaut 2pi n sur 60. Voilà. Je suis en train d'évaluer la vitesse de rotation v. 2pi n de tout sur 60 fois r. Voilà. Alors, 2pi sur 60, ça fait pi n 2 sur 60, c'est 2 soixantièmes, c'est 1 trentième. Pi n sur 30 fois r, ce qui veut dire que, encore une fois, pi n sur 30, mais ça fait 0,1047 fois n, hein, fois n, le tout fois r. Il suffit de fois r pour avoir la vitesse de rotation en mètres par seconde. Voilà. Donc, ne pas oublier de faire fois r ici. Donc, je vais le marquer ici. La vitesse vaut 0,1047 n fois r. Là, c'est 0,1047 fois n. Et là, 0,1047 n fois r. Voilà que vaut la vitesse de rotation en mètres par seconde. Donc maintenant, ce qui veut dire que si vous connaissez vos formules, je vous donne, par exemple, on vous donne nombre de tours par minute, ben vous savez trouver tout de suite oméga en faisant 0,1047 fois n. Tout simplement, vous avez la réponse. Hein. Il suffit de connaître cette formule-là et de l'appliquer. Maintenant, si vous faites la vitesse de rotation, ben vous faites 0,1047 fois n fois r. Donc, tout dépend. Si on vous donne un problème relatif comment on appelle ça, aux planètes, par exemple, hein, on aura une période de révolution qui est donnée, ou sinon on vous donne un problème avec une machine tournante en nombre de tours par minute, mais à ce moment-là, il faut appliquer ces formules-là. C'est pas les mêmes formules, pas tout à fait les mêmes formules. Là, quand je dis pas tout à fait les mêmes formules, c'est par rapport à la finalité ici. Parce que c'est les mêmes formules, mais développées en développant, en simplifiant, et je retombe sur une formule qui n'est plus tout à fait la même que celle-là. Vous remarquerez qu'entre ça et ça, c'est pas la même chose parce qu'ici on donne n, qui est le nombre de tours par minute, alors qu'ici on donne la période de révolution t. Et donc, attention, qu'on a la vitesse angulaire n'est proportionnelle, n'est inversement proportionnelle qu'à la période. Alors que là, la vitesse angulaire est directement proportionnelle au nombre de tours. Quelle est cette proportion? C'est 0,1047. Quelle est cette inverse de proportion par rapport au temps, à la période de révolution? Mais c'est 2pi, qui est l'arc en radian d'un tour, 2pi. Voilà. Je vous remercie.